Téléspectateurs de Dan TV, bienvenue à toutes et à tous sur le sommaire de cette édition. Qu'est-ce qui justifie la polémique à propos de la dette du Bénin vis-à-vis des institutions de Bretton Woods, polémique fortement relayée par la presse en début de semaine? La réponse dans ce journal. C'est aujourd'hui que se termine le sommet humanitaire de l'ONU, un sommet qui a réuni plusieurs dirigeants ce lundi à Istanbul en Turquie. Et puis drame hier en Birmanie, un glissement de terrain a provoqué plusieurs morts à proximité d'une mine dans le nord du pays. Voilà pour le sommet. Bienvenue à toutes et à tous. Plusieurs journaux ont publié en début de semaine l'information selon laquelle il existerait une polémique autour de la dette de l'État béninois vis-à-vis des institutions de Bretton Woods. Casimir Pidjor, journaliste et économiste, nous donne plus d'explications. Il n'y a pas de polémique avec les institutions de Bretton Woods parce que lorsque vous parlez des institutions de Bretton Woods, c'est le Fonds monétaire international, donc le FMI et la Banque mondiale. Alors aujourd'hui, le Bénin, vis-à-vis de ses partenaires, le Bénin est quand même un élève, pas un bon élève, mais un élève quand même qui s'efforce à travailler sur un certain nombre de choses. Et par rapport à notre dette extérieure, parce que pour la plupart du temps, c'est la dette extérieure qui intéresse ces institutions-là. Le Bénin a quand même honoré jusqu'à présent ses engagements vis-à-vis donc, de ses partenaires. Et donc, on n'a pas relativement des problèmes donc, avec ces institutions. Mais par contre, au niveau de la dette intérieure, c'est là beaucoup plus nous avons la polémique, ou du moins la confusion. Lorsque l'État béninois, par exemple, demande des fournitures de bureaux à une entreprise XY, par exemple, et l'entreprise XY reçoit le bon de commande et livre donc la marchandise, on parlera d'arriéré de paiement. Du moment où l'entreprise a livré déjà la marchandise, on parlera donc d'arriéré de paiement. Alors, lorsque l'État béninois n'arrive pas à rembourser, à payer ce que l'entreprise a dû engranger en termes de coûts pour pouvoir livrer, on parlera de l'insolvabilité de l'État. Donc, c'est des notions qu'il ne faut pas du tout confondre. Il y a la dette intérieure, il y a la solvabilité ou l'insolvabilité de l'État et il y a maintenant les arriérés de paiement. Alors, dans le cas spécifique, en ce qui concerne le Bénin, la polémique, donc, il s'agit des arriérés de paiement. Alors, le régime défunt en a fait suffisamment. Il y a tellement d'arriérés de paiement laissés, donc d'adroits laissés par le régime de Boni Yayi que forcément le régime actuel devrait éponger. On poursuit cette édition. Acheter, commander, vendre à distance est devenu depuis quelque temps une habitude des Béninois. Une innovation rendue publique grâce aux opérateurs GSM qui mettent à la disposition de leur clientèle des applications mobiles pour effectuer les transactions à distance. Reportage. Fruit d'une évolution des processus de dématérialisation de l'utilisation de la monnaie, les portefeuilles électroniques mobiles sont en pleine expansion au Bénin. Grâce à des applications sécurisées installées sur le téléphone portable par certains opérateurs mobiles GSM, les transactions financières sont de ce fait de plus en plus aisées pour les citoyens béninois. En substitution au numérique qui peut être source de risque pour l'acheteur et le vendeur, le portefeuille électronique mobile, au-delà de la sécurité, peut remplir bien d'autres fonctions. On peut procéder aux abonnements. Ça, c'est déjà un avantage. Ou peut-être on peut faire des achats à distance. Tu peux automatiquement rester sur place et t'acheter du crédit. De la même manière, tu peux aller dans une station pour prendre de l'essence à partir de ton compte. Plus étendu encore que le réseau bancaire traditionnel, ce système de transactions financières apporte une satisfaction nouvelle aux personnes ayant à charge des parents dans des contrées enclavées. De la monnaie électronique, et ça nous permet de faire vite les transferts dans des villages ou dans des villes chaque fin du mois pour envoyer une somme à ma mère ou à mon père, les deux géniteurs. Je suis déjà habitué et ça me donne beaucoup de soulagement et les géniteurs me disent souvent que c'est vite fait, quoi. Néanmoins, s'il est toujours aisé d'approvisionner un compte par un dépôt d'argent, le retrait relève quant à lui de grosses difficultés. Quelqu'un peut venir ici et dire qu'il veut faire un dépôt de 100 000 francs par exemple. Bon, je peux facilement accepter, mais par contre, un retrait,
de 100 000 si je sais que je n'ai pas de la liquidité. Il y a d'autres qui ne disent pas la vérité, qui pensent que non, c'est la connexion qui flotte, alors qu'en réalité, eux-mêmes, à leur niveau, ils n'ont pas de liquidité pour pouvoir satisfaire un client. Encore à l'étape embryonnaire, le portefeuille électronique mobile dans son extension risque peut-être à long terme de constituer un problème pour le circuit bancaire traditionnel. Par la présence d'une tige comestible très appréciée par les Béninois. Il s'agit de la canne à sucre, une culture produite et commercialisée dans notre pays. Fréjus Serlan et Romaric Debauchy sont allés à la découverte de ce produit. Marché de Djerebegar, centre par excellence de canne à sucre, et tout comme Gloria, les jeunes filles et les jeunes dames rencontrées sur les lieux font le commerce de cette culture très prisée par bon nombre de Béninois. Le terme canne à sucre désigne en effet un ensemble d'espèces de plantes cultivées pour leurs tiges dont on extrait du sucre. Avec un volume annuel de production supérieur à 2,2 milliards de tonnes, ce sont les premières plantes cultivées au niveau mondial, avec plus de 20% de la masse totale produite en agriculture dans le monde. Les vendeuses du marché Djerebegar, en ce qui les concerne, s'approvisionnent de diverses manières. C'est mon beau-père qui met en terre les pieds de canne à sucre destinés à la vente, mais il nous arrive aussi de nous approvisionner chez d'autres personnes. Pour s'approvisionner, ma mère a recours à d'autres dames. C'est tout un processus qui est mis en branle avant le désherbage et la section des plantes de canne à sucre destinées à la vente. Des trous sont creusés pour recevoir les plantes de canne à sucre saines provenant de la pépinière qui sont ensuite plantées en ligne. Au bout d'un temps, on leur applique de l'engrais et comme c'est arrivé à maturation, les semeurs les sectionnent pour pouvoir les vendre. Et tout comme dans le commerce d'autres produits vivriers, ces vendeuses se plaignent elles aussi de la mévente. Depuis un certain temps, nous ne vendons plus et nous ne sommes pas capables de vous dire pourquoi. Les gens viennent timidement, mais bon, généralement c'est tous les 3 jours qu'ils viennent s'approvisionner chez ma mère. Donc quand le marché n'est pas bon aujourd'hui, il faut attendre 48 à 72 heures. La canne à sucre a été jusqu'au début du 19e siècle la seule source importante de sucre et représente toujours actuellement 70 à 80% de la production de sucre. Info hors du Bénin, un recueil et une exposition à l'Institut français d'Abidjan rassemble 20 ans de dessins de presse de l'histoire mouvementée de la Côte d'Ivoire jusqu'à la crise post-électorale de 2010-2011, crise ayant fait 3000 morts. Commentaire. Depuis le décès du premier président Félix Houphouët-Boigny jusqu'aux événements de 2002, puis la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire a connu un tumulte des plus retentissants. Pour le maître d'œuvre de l'exposition et du livre On va où là, en 2 tomes, les dessinateurs ont été mis à contribution pour donner leur regard, qui se veut aussi un témoignage pour la mémoire collective. Mais en réalité, le but c'était ça, c'est-à-dire comment faire en sorte que des faits ou des situations que nous avons traversées difficilement, qui ont été des épreuves, des fois qu'on a du mal à accepter, on puisse aujourd'hui prendre la hauteur par rapport à cela. C'était ça la démarche. Et je trouve que le dessin, en tant que justement genre d'illustration, était approprié. La caricature qui nous donnait la possibilité de s'exprimer, parce que la caricature, eh bien, elle donne de pouvoir se prononcer d'un air critique, mais à la fois humoristique. Les hommes politiques ivoiriens ou français, les rebelles, l'armée, la police, les femmes, tout le monde en prend pour son grade et les visiteurs s'esclaffent parfois en découvrant des dessins qui rappellent pourtant certaines heures sombres de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment excellent, c'est vraiment bien de montrer à nous et aux autres qui ne savent pas lire, qui n'ont pas de voir en image ce qui se passe dans leur pays. L'exposition est la bienvenue parce que ça donne une vision sur ce qui s'est passé réellement pendant la situation de crise jusqu'à maintenant. La venue de casse bleue, ce qui s'est passé, ce que tout le monde ne peut pas voir, ça nous présente ça aussi. Il y a des dessins qui font rire, donc voilà, on rit, mais on n'oublie pas ce qui s'est passé.
Ça retrace l'histoire, les moments de crise, il y a du sang. Pour Olvis Dablé, l'humour est une caractéristique ivoirienne et le recueil On va où là est une manière de s'interroger sur l'avenir, se demander où est-ce qu'on va et de quoi sera fait demain dans un jargon ivoirien. Parmi les œuvres exposées, un dessin montre un homme visiblement d'origine burkinabé qui assure avoir été naturalisé ivoirien et suivi toutes les procédures légales. Le militaire qui le contrôle répond férocement et alors, quand on est mouton, on meurt mouton. On reste sur le continent. En Éthiopie, le secteur de la technologie et de l'entrepreneuriat intéresse de plus en plus les jeunes. Ils sont nombreux à se lancer dans des créations d'entreprises basées pour la plupart sur des applications mobiles. Le soleil se couche sur la capitale éthiopienne Addis Abeba. Ces jeunes entrepreneurs se sont réunis pour le lancement de X-Hub, un espace de travail où des ingénieurs créent les premières applications mobiles du pays et dirigent des sociétés liées aux nouvelles technologies. La capitale compte maintenant 3 incubateurs informatiques. L'idée, offrir une formation aux jeunes qui souhaitent démarrer leur propre entreprise. Dans les universités éthiopiennes, 70% des étudiants s'orientent vers les sciences et les technologies. L'Éthiopie a tout pour voir rapidement décoller ce secteur. Aujourd'hui, tout le monde veut être chef d'entreprise. Tout le monde veut créer quelque chose de nouveau. Ils veulent entreprendre. Et avec le taux de chômage et le nombre de jeunes diplômés, il n'y a pas assez d'emplois. Il y a donc vraiment de la place pour innover et entreprendre. Malgré cet engouement pour l'innovation, créer sa propre entreprise reste difficile en Éthiopie. Florian Monderscheid gère ICE Addis, une autre pépinière dans la capitale. Il a vu plusieurs startups s'écrouler face aux démarches administratives fastidieuses. Enregistrer sa société peut prendre jusqu'à 1 mois. Autre problème, le manque d'argent. Les investisseurs éthiopiens restent timides face à un secteur encore méconnu et le gouvernement impose des restrictions aux investisseurs étrangers. En ce moment, il est toujours difficile de trouver des investisseurs parce qu'il n'y a pas de modèle ou de cadre juridique pour le capital risque. Et je crois qu'une fois que le système bancaire s'ouvrira un peu, on verra un boom dans la création de start-up et dans le développement technologique. Felix Segei, un entrepreneur américain d'origine éthiopienne, a pu trouver des financements pour lancer le premier service de livraison de repas en ville. Mais pas facile de gérer une entreprise qui s'appuie sur une application mobile dans un pays où Internet et les réseaux téléphoniques sont très instables. Felix est tout de même confiant. Il sait que les nouvelles technologies ne sont qu'à leur balbutiement dans le pays. Habituellement, dans ces marchés, il y a un moyen de transférer de l'argent très rapidement et très facilement, et ici, cela n'existe pas encore tout à fait. Je pense qu'une fois qu'il y aura un moyen pour les entrepreneurs de faire de l'argent grâce aux technologies, vous allez voir un changement très très vite. Aujourd'hui, plus de la moitié des pays africains ont au moins un incubateur de technologie. Sur le continent, les investissements dans ce secteur ont plus que doublé l'an dernier. Et si la scène technologique en Éthiopie est encore derrière celle de ses voisins, ces jeunes entrepreneurs espèrent être les pionniers d'une nouvelle ère pour le pays. On poursuit cette édition d'Interaktualité hors du continent africain. Au moins 11 personnes ont été tuées lundi soir dans un glissement de terrain à proximité d'une mine dans le nord de la Birmanie et de nombreuses personnes pourraient être ensevelies d'après les autorités locales et des résidents. Les secours ont travaillé toute la nuit. Nous avons retrouvé 11 corps d'ici, a indiqué mardi, tôt ce matin à AFP, Nila Mint, un responsable de la province, zone bien connue pour ses mines de diade dans le pays. Les habitants de Colombo ont commencé à nettoyer les dégâts causés par les inondations et glissements de terrain meurtriers au Sri Lanka, alors que les eaux de crue ruissellent dans la capitale. Depuis le week-end dernier, le pays a subi les plus abondantes en un quart de siècle qui ont provoqué des glissements de terrain dans lesquels des victimes ont été ensevelies. Au moins 92 personnes sont mortes à travers le pays. Mais ce nouveau bilan pourrait encore s'aggraver, 109 personnes étant portées disparues selon le centre de gestion des catastrophes. Les secours ont retrouvé 23 nouveaux corps au cours des dernières 24 heures dans le district le plus touché, celui de Kegela, à une centaine de kilomètres au nord-est de Colombo, où 2 villages ont été rasés la semaine dernière. Et avant de boucler ce journal,
C'est aujourd'hui que se termine le sommet humanitaire de l'ONU, un sommet qui a réuni plusieurs dirigeants ce lundi à Istanbul, en Turquie. L'objectif pour les Nations Unies est d'améliorer de manière globale, d'améliorer la manière globale de répondre aux crises humanitaires provoquées par les conflits et le réchauffement climatique. Il sera également question du grand marchandage qui devra imposer aux États et agences de l'ONU d'allouer d'ici 2020 25% de leurs fonds aux acteurs locaux. Aux acteurs locaux, écoutons un extrait. Les organisations humanitaires ont dû se battre pour réussir à mener leur mission, mais elles n'ont pas pris le temps de se poser et de se demander « Est-ce que nous travaillons dans le bon sens ?» C'étaient des petites structures et elles sont aujourd'hui de grosses bureaucraties. Donc il est absolument nécessaire de lever davantage de fonds, mais d'utiliser ce fonds d'une manière plus efficace. C'est une responsabilité réciproque de manière à donner plus de moyens auprès de ceux qui en ont eu besoin et auprès des travailleurs humanitaires qui risquent leur vie en essayant de les aider à s'en sortir. En 2000, l'aide humanitaire globale était de 2 milliards de dollars. L'an dernier, elle était de 28 milliards. Cela a généré des frais généraux. Cela a conduit à des superpositions d'actions et une concurrence entre les agences. C'est de cela que nous devons parler. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au programme de Eden TV. Au revoir.